Au début, tu te disais, ouais, il y aura un monde où peu importe d'où tu viens, tu pourras réussir autant que les autres. Puis tu vois la structure de la société française. Tu te dis, mais en fait, là, c'est de pire en pire. Finalement, est-ce que c'est un combat perdu d'avance? Il est perdu d'avance si on n'y croit plus. Mm. Pierre, il a soif. Et je me dis, Pierre, en vrai, il me saoule. Hmm. Quand je lui donne de l'eau, Inch'Allah, il s'étouffe avec. Bon, bah, comme promis, c'est la partie 2. Donc voilà, aller à du direct, on s'est dit, non, on peut pas s'arrêter maintenant. Donc on a prolongé d'une heure. Donc on reprend là où on en était. Donc le baccalauréat, d'un seul coup, je t'ai mis en mode commando pendant 87 jours. Bah, qu'est-ce qui se passe? Donc tu as le baccalauréat. Qu'est-ce que tu fais après le bac? Alors, du coup, après le bac, moi, j'ai atteint un objectif de vie, en fait. Parce que depuis tout petit, je voulais faire un bac S. Et l'avantage, c'est que, en fait, je suis quelqu'un de très têtu. Voilà, je prends comme un avantage. Bon, après, les gens, ils diront de toute façon, les défauts, c'est juste les qualités qui sont exprimées de manière un peu exacerbée, tu vois. Donc, je suis quelqu'un de déterminé, mais qui, par moment, quand j'ai décidé de faire quelque chose, seule la mort peut m'arrêter. Donc, moi, j'ai atteint mon objectif contre vents et marées. Et en fait, dans ma tête, j'ai fini le jeu. Ouais. Moi, j'ai plus besoin. En fait, mon contrat, il est scellé. Ça veut dire j'arrive. Papa, maman, tenez le bac. Merci pour les travaux. Je veux faire du foot. Ouais. Tu vois? Donc, arrivé dans l'orientation. Et en fait, pour la première fois, je pense que j'ai tellement créé une surprise auprès de mes profs qui ont toujours cru. Enfin, il y en a certains qui ont toujours cru en moi. D'ailleurs, big up à Madame Martin. Je ne sais pas si elle reverra cette vidéo Ouais, un jour elle ou autre, verra. mais big up à Madame Martin parce que c'est vraiment grâce à des personnes comme elle qu'il y a des gens qui réussissent dans la vie. Parce qu'en fait, à un moment donné, pour l'anecdote, juste pour que vous compreniez d'où vient ce big up, j'avais un DST sur la datation relative. Et en fait, j'étais parti le soir, je faisais du foot et j'avais la flemme finalement de faire le DST. Et je suis arrivé en DST et je lui ai dit, madame, mettez-moi 0, c'est pas grave, tu vois. Moi, j'étais vraiment en mode, je vais pas mourir pour l'école. Tu vois, les histoires de devoirs pendant 5 heures, c'est pas moi. Donc, j'étais en mode, madame, mettez 0. Elle m'a mis un coup de pression. Mais en fait, elle s'est arrêtée. Elle a dit quoi? Et genre, elle a arrêté le cours pendant. J'ai cru que c'était ma daronne. Elle m'a dit, non, tu penses que nanana, tu as raté ta vie. Nanana. Et en fait, en fait, de voir qu'une personne en fait, humainement, croyait en moi, me considérait au point où en fait, elle voulait même pas me laisser truc. Je me suis dit, waouh, je peux pas la décevoir. Non, vraiment, en fait, j'avais même pas envie de faire le devoir. Mais pour ces 30 minutes-là, je suis obligé de trucs. Donc, c'était pour lui faire plaisir que j'ai fait le DST, tu vois. Et elle m'a collé 2 heures en même temps. Donc, voilà. Donc, big up à Madame Martin. Donc, Ouais. en fait, c'est des profs où. Et je pense que j'avais. Elle m'avait dit intelligence naturiste, je crois, un truc comme ça. En gros, dans les 8 formes d'intelligence, la capacité à comprendre la biodiversité, interagir avec elle, etc. Et en fait, parce que la SVT, c'est vraiment meilleure matière de ma vie, tu vois. Et on faisait les trucs tu sais, avec la génétique, les croisements génétiques, les enzymes, les allèles et tout. Et elle m'a dit, faut que tu fasses un DUT génie biologique, tu vois. Et elle voulait se battre pour que je fasse un DUT génie biologique, tu vois. Je sais même pas. Et moi, et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ah, ça va être lourd et tout. J'étais en mode, ouais, non, tu vois, moi, je suis quelqu'un, je me branche vite. Donc, j'étais en mode, ah ouais, non, DUT comme ça, je pourrais faire des croisements, trucs, rechercher du génome. Parce que vraiment, je suis passionné de ça, tu vois. Et à la fin, au moment de choisir, je me suis dit, ben non, je vais aller faire STAPS, tu vois. Et les profs, quand ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais non, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de jouer avec ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire STAPS? Ça n'a pas de sens. Tu peux pas avoir un bac, tu sais, ils disaient, tu peux pas avoir un bac S d'aller en STAPS. Et en fait, c'est marrant parce que avant, je voulais aller viser haut. On me laissait pas. Et maintenant que je veux aller, selon eux, viser bas, mais pour moi, c'était le Graal, tu vois. Ouais. On m'a dit non. Donc, je me suis dit, au moment où on me dit non, c'est là où j'ai le plus d'énergie. Donc, j'ai dit, je vais aller. Donc, ils ont fait une réunion. Oui, mais attends, nanana, regarde là tes trucs, t'as les capacités, t'as trucs. Et je me suis dit, ok. Donc, j'ai renversé la tendance jusqu'au moment où, en fait, moi-même, on veut même plus me laisser truc.
Donc j'ai forcé. Et en fait, moi, encore une fois, mon objectif, c'était de devenir footballeur. Donc moi, j'avais coché ma cage bac S. La suite, c'était logique. Football, Arsenal, percé, Ballon d'Or. Enfin, tu vois, j'étais en Ligue des Masters dans ma tête. Donc j'y vais. Et je vais en STAPS. Donc j'arrive, je découvre des gens de ouf, 35 heures de sport par semaine. C'est lourd. Franchement, j'étais au max de ma vie. Mais du coup, le truc, c'est que c'était la colonie. Tu vois, genre vraiment. Et ça, peut-être pour les jeunes qui nous regardent et qui veulent s'orienter, un retour d'expérience. Encore une fois, c'est mon expérience et je la partage, mais ça ne veut pas dire que c'est une vérité générale. Mais de mon retour d'expérience, si tout ce qui est devoir, discipline personnelle ou autre, etc., ce n'est pas votre truc, la fac, C'est clair. à éviter. C'est clair. Vraiment à éviter. Parce que la fac, tu te lèves un matin, tu es inscrit, tu es là, tu te dis, ouais, tu sors, tu vois des trucs, on t'invite au ciné, tu fais 2 cinémas, on te dit c'est les partiels. Tu es en mode, mais on a commencé hier. Et en fait, dans les partiels, tu viens, tu découvres des trucs que tu as. Tu sais, encore quand tu es en cours, tu veux pas suivre le cours, mais tu arrives à capter des trucs. quelques trucs. Ouais. Là, tu arrives dans un truc, c'est. Tu vois, c'est toi et ton talent. Ça veut dire même les invocations de dernière minute, demander à Dieu l'inspiration, à éviter. Tu vois? Parce que moi, je suis grave dans. Tu vois, avant de rentrer dans la classe, là, les messages au ciel pour avoir l'inspiration. Des fois, ça marche, mais il faut avoir une base quand même. C'est tu vois. clair, ça va la base, c'est mort. Ouais, et voilà, donc du coup, fac off, donc j'ai fait 3 ans de STAPS. J'ai redoublé 2 fois. Et en fait, au bout de la 2e année, en fait, j'avais énormément de problèmes de santé. Je crois en 1 an et demi, je suis passé 6 ou 7 fois au bloc opératoire. 2 fois parce que j'avais eu une tumeur bénigne, un cholestéatome à l'oreille. Donc on m'a fait une greffe du tympan, ça n'a pas pris, on me l'a refait, on m'a fait une greffe de l'osselet. Après, j'ai une malformation à la hanche et vu que je faisais 35 heures de sport par semaine, en fait, j'ai bousillé la poche de labrum ou autre, donc arthroscan de la hanche droite. Bref, année psychologiquement, c'était dur. Et en plus, je faisais STAPS et en parallèle, je travaillais. Je travaillais à UGC en tant qu'agent de cinéma. Donc ça veut dire que je faisais 35 heures de sport, j'avais pas de repos, je dormais pas forcément. Les problèmes de la vie, tu connais, problèmes de la vie, problèmes de famille qui font qu'en fait, surcharge mentale, tu vois. Et un jour, je suis allé chez l'ostéopathe parce que je devais faire mon truc et tout. Et genre, elle m'a mis sur la table, elle a touché, elle a commencé à crier. Oula, monsieur. Moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre, elle m'a touché la tête. Elle m'a dit, vous savez, dans la vie, quand il y a des problèmes, il faut parler, nanana, truc. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Tu vois, elle m'a dit, oui, nanana, vous pouvez vous prescrire de l'alcool. Je lui ai dit, je ne bois pas d'alcool. Elle me dit, mais je vous prescrirai un médicament pour désinhiber, nanani. Sinon, au pire, vous prenez un oreiller, vous criez. Bref, elle a commencé à faire un truc, tout ça, pour à la fin me dire, vous êtes en dépression. Je suis sorti du cabinet, j'ai dit, elle est folle. Elle me parle de dépression. Ça n'existe pas, ça. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, j'ai des amis, je suis bien, je vais à la fac, je fais du sport, truc. Je sais pas ce qu'elle me raconte, tu vois. Et je suis resté dans mon truc, tu vois. Et après, maladie, enfin plein de trucs, etc. Et je pense que j'ai fait un truc dans le rejet, ça veut dire, j'ai pas eu. Je sais qu'à cette période-là, psychologiquement, c'était très, 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 très dur. Et même quand je relis les lettres à moi-même que j'écrivais ou autre, etc., je me dis, ah ouais, gros, peut-être que ça allait pas si bien que ça finalement, tu vois. Et du coup, en fait, j'ai arrêté STAPS et j'ai dû arrêter le foot parce qu'en fait, la convalescence, quand tu fais la hanche, déjà, c'est à peu près 1 année, je crois. Et quand tu fais mal ta rééducation, vu que je suis pas le meilleur des disciplinés, en fait, tu te retrouves à un moment où en fait, tu vas même marcher, c'est compliqué. Tu vois, ça veut dire, tu passes d'un stade où tu fais 35 heures de sport par semaine, tu es archi bon, tu es adulé de tout le monde, le 100 mètres, tu le cours en 11 secondes 2, tu vois, etc. Et en fait, tu arrives dans la rue, soulever ton pied pour marcher un trottoir, c'est un problème, mais un vrai problème où tu es obligé de te poser pour dire comment je vais faire pour marcher, mettre mon pied sur le trottoir. Donc en fait, psychologiquement, tu passes d'une vie
avec des privilèges physiques de fou à une vie où tu es limite proche du handicap, tu vois. Donc, je pense que psychologiquement, ça m'a troublé. Et surtout que moi, j'avais défini mon identité par le Le sport. sport. Ouais. Donc là, je suis en train de voir que la chose qui est le plus importante pour moi dans ma vie, le cœur de tout ce que j'ai construit, il est en train de s'en aller comme ça, là. Hmm. Et ça, tu vois, aujourd'hui, quand on parle, et même quand je parlais des émotions, si je fais le parallèle avec justement les émotions, une des fonctions de la tristesse, c'est la tristesse, elle intervient quand tu as le sentiment d'avoir que quelque chose d'important est en train de partir. Mhm. Tu vois? C'est pour ça que quand tu perds une personne chère, quand tu perds un travail ou quelque chose qui est important, quand tu perds un objet, quand tu perds un ami. En fait, la notion de perte, tu vois, elle vient t'amener à ça. Et en fait, le besoin qui est sous-jacent à cette émotion-là, c'est le besoin de réconfort. C'est le besoin de se rattacher à ce que tu as perdu, le besoin de prendre du temps pour retrouver, Ouais. voilà, laisser les choses se passer, tu vois. Et en fait, cette émotion-là, moi, j'ai pas cette grille de lecture. Hmm. Donc, ça veut dire je vis le truc et j'ai pas de sens. Je me dis pourquoi ça m'arrive à moi. C'est une malédiction, c'est impossible. Toute ma vie, ça fait des années, je suis là, je me tue. J'étais archi nul. Là, je commence à percer. Et au moment où ça commence à éclore, on me dit c'est la fin. Ah non, j'ai pas. Tu vois, je pense que psychologiquement, j'ai switché, tu vois. Mais la foi m'a toujours maintenu dans dans un certain comportement, un bon comportement dans tout ce que je faisais, tu vois. Mais, enfin, hyper mal vécu cette période-là, tu vois. Et justement, à l'époque, pour revenir le parallèle là sur le côté ambition, l'ambition que j'avais à ce moment-là dans ma vie, quand j'étais dans le process d'accepter que finalement, bah, tout ce que j'avais construit, ça ne sera jamais le cas. Ouais. Mon ambition, c'était de survivre. Tu vois? C'était juste de survivre parce qu'émotionnellement, c'était la guerre. À l'intérieur de moi, c'était trouble. Il n'y a rien qui allait. Et en fait, quand ça ne va pas à l'intérieur de toi, tu sais, c'est comme un vidéoprojecteur. La lumière qui est à l'intérieur, c'est la lumière qui se projette. Donc, quand ça ne va pas à l'intérieur de toi, ça ne va pas à l'extérieur de toi, tu vois? Donc, il n'y a rien qui allait. Tu ne trouves pas de sens. Tu n'as goût à rien. Et en fait, moi, ma mission, c'était comment là, parce que finalement, je commence à être à un stade où il faut payer les factures, mes parents, ils prennent de l'âge et tout. Comment, dans ce trouble émotionnel-là, trouver un moyen de continuer d'avoir l'envie de vivre. Parce que j'avais plus envie de vivre, en fait. Tout ce pourquoi, en fait, dans ma tête, moi, j'ai trouvé du sens pour faire ma vie, ça marche plus. Donc, j'ai plus envie de vivre, tu vois. Et t'as plus envie de vivre, mais d'un autre côté, t'as pas envie de priver tes proches, de faire des dingueries, de priver tes proches de trucs, etc. Donc, t'es dans un truc où tu te dis, bon, faut trouver une solution, tu vois. Donc, tu erres. Tu vois, tu erres, tu sais pas, les jours se ressemblent, t'as pas de truc, etc. Et c'est pour ça que je parlais d'Ange Gardien tout à l'heure, c'est que vraiment ma mère et ma sœur, ils ont eu des rôles clés dans mon parcours. À des moments où, en fait, si j'avais pas eu quelqu'un qui m'avait donné, à travers leur regard, une vision positive de moi-même, et une vision qui a foi en moi, au-delà de croire en moi, mais qui a foi en moi, je pense que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Et je me rappelle très bien parce qu'en fait, à cette période où j'ai fait ces opérations et tout, ma sœur, elle était à Singapour en échange. Elle était à Grenoble à l'époque. Enfin, j'aime, mais elle est allée à Singapour. Et elle m'a dit de venir. Donc moi, je suis allé, on a fait un road trip, Singapour, Mali, Indonésie, tu vois. Et en fait, ces vacances-là, j'ai kiffé, mais il n'y avait pas le truc waouh. Parce qu'en fait, à l'intérieur de moi, j'étais mort, tu vois. Et je me rappelle, j'étais à la plage avec elle, rien à voir, posé et tout. Et en fait, et moi, j'évitais le sujet des cours, des études. J'étais en mode, eh, vas-y, moi, vas-y, je veux pas, je verrai demain, tu vois. Elle m'a dit, ouais, c'est comment les études et tout ça. Et j'ai commencé à lui parler une langue étrangère appliquée. J'ai dit, ouais, tu sais, non, mais le prof, un jour, donc voilà, là, je dois valider. Elle me dit, mais attends,
Donc, du coup, c'est quoi? Je lui dis oui, mais non, tu sais. Elle me dit, t'as validé ou t'as pas validé? Je lui dis oui, mais non. Elle me dit, t'as validé ou pas? Et tu sais, j'étais en mode de non, j'ai pas validé et tout. Et en fait, elle m'a mis un coup de pression. En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de coups de pression. Elle m'a mis une course, mais elle m'a parlé avec une sincérité où je me suis dit, je peux pas la laisser tomber. Tu vois? En fait, c'est que, et c'est ça aujourd'hui, même après, on en parlera, même dans les métiers de l'accompagnement ou autres des jeunes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, il y a des moments où, en fait, tu es tellement down que même te battre pour toi, tu n'as pas envie. Tu vois? Et c'est l'amour que tu portes aux gens que tu aimes, des fois, qui te pousse à faire les premiers efforts pour te remobiliser dans l'action, tu vois. Et moi, c'est ça. Ça veut dire, à ce moment-là, ma sœur, quand elle vient, elle me dit, ouais, t'as validé. Elle me dit, hé, Sherbaï, là, tu peux pas me laisser. Tu vois? Elle m'a dit, tu peux pas me laisser. Genre, tout le monde est là, c'est le chaos, la famille, là, c'est le bordel. Mais en fait, tu es la seule personne en qui j'ai espoir. Tu vois? Tu peux pas me laisser seul pour porter toutes ces galères-là, tu vois. Et elle m'a parlé et j'ai senti que ça venait d'un endroit où, tu vois, même là, je t'en parle, je suis ému, tu vois. Et je lui ai dit, bah, tu vois, en fait, je lui ai dit, ouais, et sur le coup, cette phrase, elle a fait le tour. Et elle m'avait trouvé un programme qui s'appelait Yes Weekend à l'époque, tu vois. C'était un programme d'initiation à l'entrepreneuriat qui était fait par l'ambassade des États-Unis d'Amérique, tu vois. Et elle m'a dit, commence par ça, essaye de trucs, etc. Tu vois, après, nanana, un truc. Donc, chaque semaine, elle m'envoyait des trucs, WhatsApp, orientation, nanana, un truc. Donc, ça veut dire, elle m'envoyait des trucs. Je me dis, bon, j'y vais pour lui faire plaisir, je vais voir. Je parlais aux conseillères aussi, ou ça. Mais en fait, le fait de me remobiliser, ça a fait que finalement, en fait, je me suis retrouvé, en plus, en période de convalescence encore, à être pris dans ce programme Yes Weekend, tu vois. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à bénéficier des ateliers collectifs avec des personnes qui me ressemblaient ou autres, etc. Et j'ai rencontré des gens aussi formidables, tu vois, qui m'ont apporté de la lumière sur des choses que je vivais, qui m'ont donné du courage. Tu vois, on avait rencontré Jean-Marc Mormec, qui était champion du monde à l'époque. On avait vu Enoch Efa, qui était aussi champion de boxe. On avait vu Ukal Ilolo, qui du coup était un facilitateur, qui était avec nous, qui est dans la geste intelligence, enfin dans le mouvement, le rapport au corps et au mouvement. Et en fait, ces personnes-là, pour la première fois de ma vie, en fait, j'ai vu de manière réelle, c'est-à-dire avec des rencontres, dans des instances prestigieuses, dans des endroits prestigieux, des personnes occuper des places de responsabilité, tu vois. Même si c'est à courte échelle, enfin, c'était une responsabilité vis-à-vis de nous, mais c'était des gens qui créaient des programmes, qui truquaient. Et en fait, le fait que moi, ces gens-là, ils me ressemblaient. Ils avaient mes codes. En fait, la légitimité, je pense que je leur apportais dans le regard. Et les messages qu'ils me partageaient, en fait, ils se diffusaient. Parce que ce qui est dur des fois quand tu vis des trucs difficiles, quand tu as l'impression que la personne, elle vient pas d'où tu viens, qu'elle n'a pas vécu ce que tu as vécu, tu as l'impression qu'elle comprend pas ce que toi tu vis et que ce qu'elle dit, c'est de la récitation. Tu vois? Et tu t'engages pas, en fait, finalement. Parce que tu dis, en fait, ces gens-là, ils me disent, oui, quand tu veux, tu peux. Ben non. Tu vois, ça, en fait, tu te dis oui. Sur le coup, l'atelier, tu te dis, ah ouais, je peux. Et après, dès que tu reviens chez toi, tu comprends qu'en fait, finalement, il y a quelque chose qui bloque, tu vois. Et ça te met en colère. Ça te met en colère parce que tu te dis, on est en train de faciliter quelque chose qui n'est pas facile. Tu vois. Et c'est pour ça que même, tu vois, moi, je sais que j'ai beaucoup eu cette recherche, en tout cas, de figures, de grands frères à travers le rap. Tu vois, notamment Youssoupha, Lafouine ou autres, des gens qui arrivaient quand même, les refs, à des moments donnés, de faire des textes conscients qui te remobilisaient dans le bon chemin ou autre, tu vois, même si à côté, ils te faisaient des trucs. Mais parce que, en fait, je me dis, ces gens-là, quand ils rappent et quand ils parlent, j'ai l'impression qu'ils racontent ce que je suis en train de vivre. Ils parlent de mes colères, tu vois, dans un espace où on me fait comprendre que mes colères, elles ne sont pas légitimes. Elles n'ont pas lieu d'être, que c'est moi qui suis, qui n'ai pas envie, que c'est moi qui suis la personne qui n'est pas mobilisée, que c'est moi qui est nanana. En fait, je me dis, ces gens-là, ils disent tout ce que je vis. Ils racontent nos galères, ils racontent notre vécu. Donc, en fait, je leur accorde un crédit et une considération, et même, je me retrouve dans leurs paroles, tu vois. Et en fait, là, j'ai eu un parallèle avec ces gens-là, vers qui je me projetais, parce qu'ils
il me ressemblait et il me donnait un autre modèle de réussite. Hmm. Et je me suis dit, c'est fou. C'est fou, c'est possible. Hmm. Tu sais, juste le fait qu'eux, ils existent, je me suis dit, c'est possible. Dinguerie. Tu vois? Donc, ça m'a remobilisé. Et après, les ateliers, ils étaient ouf. C'est là où j'ai commencé à développer mon réseau. Même la responsable de programme qui s'en occupait à l'époque, tu vois, je ne sais pas si j'ai le droit de nommer, mais bref, qui s'en occupait à l'époque. Aujourd'hui, tu vois, j'ai entretenu le lien avec elle depuis des années. Là, on parle, tu vois, on est censé même discuter dans quelques jours ensemble pour potentiellement travailler, tu vois. Et en fait, j'ai tissé des relations, mes premières relations de mon réseau par cette expérience qui était forte et qui nous a regroupés, tu vois. Hmm. Et je pense que ça, en tout cas, surtout les personnes qui nous regardent, ça, c'est super important. Le réseau, les personnes qui t'entourent, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure des âges et des enjeux que tu vas avoir peut-être des messages un peu différents dans la manière dont tu vas recevoir cette information-là. Mais le réseau, c'est la clé. Au début, par clair. exemple, moi, mon père, il m'a toujours dit, cher, des amis, t'en as pas 36 000. Ça se compte sur les doigts d'une main. Et encore, des vrais amis, t'en as un ou deux. Le reste, c'est des connaissances. Hmm. Et choisis tes amis parce qu'ils vont impacter ton parcours. Et moi, quand il me dit ça, le daron, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Moi, je suis là, regarde en bas, j'ai tous mes gars, on est 15. Et il me dit, tu vois, j'ai le foot, j'ai ci, là, j'ai 300 personnes dans mon... J'ai presque 300, même à l'époque, même 800 personnes dans mon Facebook. Il me dit, jamais j'en ai que 2. Hmm. Ça, c'est le Sénégal, ça. Tu vois, je me suis dit ça. Mais aujourd'hui, je le remercierai jamais assez parce que finalement, cette phrase, elle a germé au fur et à mesure. Et en fait, finalement, c'est ça aussi le travail. C'est aussi de prendre conscience de cette réalité-là. Et l'idée, c'est pas de se dire, ouais, il faut être en mode Tinder, toi tu pars, toi tu viens, etc. Mais dans l'expérience, en fait, il faut donner des clés et des outils aux jeunes pour pouvoir savoir aussi comment on construit un réseau. Hmm. Un réseau, tu le construis à travers des valeurs fortes qui sont à l'intérieur de toi. Tu regardes la personne que tu veux devenir, tu regardes les valeurs qui sont importantes pour toi dans le monde et tu essaies de te connecter à ces valeurs-là à travers les personnes. Parce que quand tu es dans un endroit où tes valeurs elles sont respectées et elles sont cultivées, tu te sentiras toujours bien. Mais quand tu es dans un endroit où tu as le sentiment que tes valeurs elles sont trahies, tu as beau faire semblant, tu vas te trahir toi, mais tu vas jamais être en paix. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est super important aussi. Ouais, et je pense que ça, c'est la clé, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le travail, dans toutes les choses. Il y a même des études qui montrent que les personnes qui réussissent le mieux, ce n'est pas les personnes les plus intelligentes ou qui ont le meilleur produit ou qui truc. C'est les personnes qui sont en capacité de mieux s'entourer et d'avoir un réseau qui est activable. Hmm. Tu vois, qui ne joue pas contre eux. Parce que des fois, tu as des gens, ils construisent des vrais réseaux, mais le réseau, il les tire vers le bas, tu C'est vois. clair. Donc, il faut s'attacher à ces valeurs-là, trouver les moyens, Hmm. apprendre à se connaître, ce qui est important pour soi, et ensuite, après, déterminer cette Hmm. chose-là. Hmm. Mais du coup, ouais, moi, j'ai construit des valeurs professionnelles hyper fortes, tu vois. Enfin, des valeurs, en tout cas sociales, hyper fortes sur lesquelles je me suis attaché. Et c'est grâce à cette période de difficulté-là que j'ai réussi à trouver ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Hmm. Parce que tu vois, quand j'ai réussi à connecter un peu plus, dont je te parlais ces 6 mois au Sénégal, et à mettre du sens et de la paix à l'intérieur de moi, j'avais pas encore cette grille de lecture émotionnelle. Hmm. Mais cette grille de lecture émotionnelle, en fait, le corps humain, il est vraiment magnifique, tu vois, il est vraiment parfait, même l'être humain plutôt. Et en fait, tu vois, quand tu es dans des positions où tu vis des choses difficiles, tu es dans la tristesse, tu es dans la surcharge de travail et que la fatigue, elle est intense, en fait, la fatigue, elle vient aussi comme un sentiment pour te donner un message, te dire qu'à ce moment-là, tu as besoin de te reposer, Hmm. tu as besoin de te recharger, tu as besoin de te ressourcer. Et en fait, aujourd'hui, vu qu'on est dans une culture un peu plus capitaliste, on essaie de se duper comme si on fonctionnait comme des machines. Donc, on se dit, OK, vas-y, je vais continuer. Là, je suis fatigué de toute façon, je vais prendre du Beroca, je vais prendre du ci, je vais truc, etc. On essaie de limite se doper pour plus ressentir la fatigue. Mais c'est pas parce que tu ressens plus la fatigue que la fatigue, elle n'existe pas. Et à un moment donné, quand ton subconscient, il comprend que toi, tu es fou, que tu veux pas t'arrêter, il désactive la machine.
Ah, c'est clair. Et quand il désactive la machine, t'as beau avoir envie, franchement, te lever du lit, déjà, c'est dur. Et là, à ce moment, il se dit, il veut pas se reposer. Là, pendant 1 an, 2 ans, il sera obligé de se reposer. Tu vois? C'est clair, ça. Et c'est ça qui est fou, tu vois. Et donc, voilà, il y a ce truc de vraiment se connecter avec... Enfin, encore une fois, se connecter pour mieux pouvoir s'orienter et agir. Et du coup, une fois que tu as arrêté STAPS, tu décides de faire quoi comme étude? En fait, quand j'ai fait justement ce Yes programme Weekend. Yes Weekend, ça m'a hyper remobilisé. Et en fait, je me suis dit, je vais entreprendre. Donc moi, mon idée, c'était de créer une association d'événementiel dans le sport. Ma volonté, Ouais, c'était de ouais. créer des Jeux Olympiques à Créteil, tu vois, de faire en sorte pour lutter contre la sédentarité et tous les méfaits. Bon, j'avais fait un truc, business plan et tout. Après, j'ai commencé à me lancer, à me dire, ça y est, c'est bon, je suis entrepreneur de ma vie. Très vite, j'ai compris que j'avais pas les moyens. Ouais. Enfin, que j'avais pas en tout cas les bagages techniques et ni les réseaux finalement. Et du coup, j'ai décidé de me réengager dans un parcours où j'ai fait 5 années d'alternance. Pendant ces années-là, j'ai commencé par faire un BTS Management des unités commerciales pour pouvoir avoir les bases de comment on gère le business, unité commerciale, voilà, la vente, etc. Ensuite, j'ai fait Enfin, je voulais arrêter après les 2 ans. À chaque fois, je me disais... Après, ma soeur, elle me dit, vas-y, refais une année, on ne sait jamais, nanana. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, bachelor marketing international. Donc, j'ai fait ça à l'INSEC. Du coup, je l'ai fait en alternance dans une start-up qui s'appelle Finanzen. J'étais responsable commercial. Et je vendais des leads sur Internet dans le secteur de la banque, finance, assurance. Et ouais, j'étais bien, je gagnais bien, je vivais bien. Mais en fait, là, il y a eu une crise de sens. Vraiment, j'allais au travail, j'aimais mes collègues, j'aimais quand même Enfin, j'aimais mes collègues, j'étais bon dans ce que je faisais. Mais il y a un moment, j'y arrivais plus. Genre, me lever le lundi, c'était une angoisse. Le lundi, c'était une angoisse vraiment d'y aller, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais toujours... En fait, moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir un impact social dans mon métier, dans ce vers quoi je mobilise mes compétences. Parce que, en fait, là, je ne l'ai pas dit, mais en parallèle, ma mère, elle a créé une organisation non gouvernementale. On fait des projets en France, en Afrique, pour pouvoir œuvrer pour l'inclusion sociale et promouvoir la solidarité à l'international. Et notamment dans les pays du Sud, dans l'Afrique subsaharienne, on essaie de construire des écoles, créer des projets d'insertion par l'entrepreneuriat pour pouvoir lutter contre... le phénomène qui fait que de nombreux jeunes vont par les pirogues essayer de venir chercher un avenir meilleur et risquer leur vie globalement. Donc j'ai toujours eu ce truc un peu d'association de solidarité, j'ai baigné dedans, j'ai été éduqué dedans, j'ai vécu dedans. Donc je pense que ça justement c'est une valeur forte qui a été ancrée en moi. Et en fait quand j'étais dans les secteurs banque, finance, assurance, c'était là, l'argent, oui, les leads ou autre, c'est bien. Mais... en fait, moi, dans le monde de mes rêves, c'est un monde où l'argent, il n'existe pas. Tu vois? Donc déjà, je suis dans quelque chose qui ne m'épanouit pas. L'argent, c'est un outil. Aujourd'hui, dans le système dans lequel on est, on en a besoin. Donc, effectivement, mais ça n'a jamais été vraiment mon leitmotiv, l'argent. Tu vois? Ça m'ennuie. Vraiment, quand tu viens, tu me parles d'argent, j'ai du mal. Et ça me porte préjudice aussi, hein, des fois, ce truc-là. Donc, je me suis remobilisé et du coup, après, j'ai fait un master en stratégie marketing, data management et entrepreneuriat. Et je l'ai fait à Article 1, du coup. Et c'est là où elle a commencé l'histoire. Ah oui, je me rappelle. Ouais, le premier à avoir une alternance chez Article 1, c'était pas ça? Ouais. J'ai cette étiquette. Franchement, c'est assez... Ouais, je me rappelle. Ouais. Je la revendiquerai toujours. Et si je te raconte l'histoire, tu vas comprendre pourquoi je la revendique. Parce que du coup, en parallèle, je suis responsable commercial Finanzen. Et en fait, ce côté un peu sens, vu que je n'arrive pas à le trouver au travail, j'essaie de me connecter avec justement des environnements, des écosystèmes collectifs, tu vois, où je peux retrouver mes semblables ou autres, etc. Et en fait, Article 1, j'avais connu par le biais de ma sœur, qui l'avait fait par le mentorat. Fratelli à l'époque. Ouais, qui était Fratelli, tu vois, les Oyens. Ouais, j'étais là. Voilà, c'est ça.
Et du coup, ma sœur, elle avait eu mention très bien au bac. Et je crois que c'était une des premières mentorées. Parce que. Ouais, c'est-à-dire, c'est vrai, c'est possible. Ouais, si, Et parce pas si qu'il longtemps l'avait que ça. appelé, ça n'existait pas. Au début, je crois, ils étaient moins de 100. Hein. Tu vois, aujourd'hui, ils sont plus de 20 000, mais ils étaient moins de 100. Et du coup, Ouais. on l'avait contacté, vu qu'elle avait une mention très bien au bac. Et ma sœur, j'ai toujours vu un peu comme, tu sais, la licorne de la famille, en mode, ok, bon, elle fait ses études. On est là. Quand je serai footballeur, t'inquiète, t'auras plus besoin de... Voilà. Aujourd'hui, c'est elle qui me rince. Non, mais voilà. Donc j'étais un peu dans cette dynamique. Et en fait, je vois, elle me parlait de Fratelli. Et à un moment, pendant plusieurs soirs, elle sortait. Tu vois? Et j'ai commencé à voir des trucs. J'ai dit, mais elle a un gars. Tu vois? Et genre, je me suis dit, bah, va pas me faire ça à moi. Genre, tu vois, parce que ma sœur et moi, on est quand même fusionnels. Tu vois? C'est ma go. Tu vois? Et j'étais en mode, elle a un gars. Et tu sais, j'allais en cours et j'étais en mode, elle a un gars. Tu vois? Et un jour, j'ai craqué. Elle m'a dit, ouais, je vais à Fratelli. J'ai dit, ok, je l'ai pris en filature. Je l'ai pris en filature. Je l'ai suivi jusqu'au Mablab à l'époque. Je sais pas si tu te rappelles, à Mabillon, là. Ouais, je me rappelle bien. C'était le restaurant qu'ils avaient transformé en espace de coworking. Et je suis allé au Mablab, tu vois. Et je regardais. Et en fait, je suis arrivé dans un événement qui s'appelait Entreprendre en Afrique. Donc, je suis venu en tant que spectateur, tu vois. Et en fait, ouais, je suis venu, j'ai kiffé, j'ai vu des intervenants. Donc, j'ai vu le côté un peu entrepreneuriat, du coup, qui s'est réveillé en moi, tu vois. Et j'étais en mode, ah, trop bien, etc. Et du coup, je me suis dit, il faut trop que je rentre dans Fratelli. J'ai voulu rentrer dans Fratelli. Et en fait, j'ai compris que ça allait être mort parce que finalement, c'était réservé aux personnes qui avaient eu mention bien ou mention très bien. À l'époque, c'était ça. Ouais. Voilà. Donc, au début, je suis venu en soum-soum. T'as vu, je m'installais dans le décor, je disais rien. Ouais, non. Ah, bah, j'ai eu mention. Tu vois, et je bifurquais sur autre chose. Direct, tu vois. Mais voilà, j'ai essayé de noyer un peu le poisson. Et très vite, on m'a fait comprendre que voilà, je ne pouvais pas avoir accès au mentorat, etc. Donc, j'ai laissé. Du coup, je me suis dit, bah, je vais devenir bénévole. Et du coup, j'ai commencé à faire du bénévolat, à m'investir dans l'organisation des événements, tu vois, au Palais de Tokyo, à trucs ou autre, etc. Et en fait, c'était fou parce que je me dis, attends, moi, je suis dans un environnement où, en fait, là, il y a les gens qui me ressemblent autant que les gens qui sont en bas de chez moi. Et là, ça me parle de ça fait l'ESSEC, ça fait Sorbonne, ça fait truc, ça fait... Tu vois, et c'est des gens avec qui on joue au loup-garou. Tu vois, et au loup-garou, je suis le meilleur. Donc, ça veut dire que j'ai envie de garder cette phrase. Je me dis, mais non. Je dis, mais c'est possible, tu vois. Donc, c'est ça, du coup, ça m'a permis de dire, parce que moi, je voulais arrêter après le bachelor, et ça m'a permis de me dire, ok, bah, en fait, finalement, c'est possible, je vais aller jusqu'au master, tu vois. Et dans cette partie-là, justement, j'ai essayé de... Il y avait la promotion pilote du programme Tous Entrepreneurs. En fait, vu qu'ils ont vu que j'étais hyper engagé, hyper chaud ou autre, etc. Non, excuse-moi. Juste avant, ils ont créé le pilote de Job Ready. En fait, l'idée, c'était de valoriser les soft skills et ils ont créé un programme de mentorat pour les personnes qui avaient un parcours riche extrascolairement. Tu vois? Donc, la volonté, c'était de pouvoir valoriser l'apprentissage en dehors de l'école. Et en fait, vu que j'avais un parcours qui était hyper riche entre ici, le Sénégal ou autre, bah, ça m'a permis d'avoir accès au mentorat. Donc, je suis rentré en tant que bénéficiaire par cette porte. Et après, très vite, en fait, vu que clairement, en fait, là, c'est comme si toute ma vie, j'avais jamais l'occasion de pouvoir être dans un milieu bienveillant où je pouvais apprendre, tester ou autre, etc. Là, on me dit, vas-y, on m'encourage. Mais je crois que je vivais article 1. Tous les jours, j'étais là-bas, réunion. J'avais créé sur le truc Frat Entrepreneur, j'avais créé un poste pour mobiliser des gens, pour recréer des... J'étais sur tous les fronts. J'avais la date, tu vois, clairement. Et du coup, ils ont vu un peu cette mobilisation-là. Ils se sont dit, OK, bah là, on est en train de faire la promotion pilote du programme Tous Entrepreneurs. Donc... est-ce que tu veux participer? Non. J'étais en mode, bien sûr, tu vois. Et en plus, voilà, entrepreneuriat. Et donc, là, le but de ce programme, enfin, c'était pas comme vous, quand vous l'avez fait.
Bande de chanceux. Non, enfin voilà, on testait, on a fait un petit week-end et on avait un peu le début des ateliers que vous avez pu Ouais. bénéficier. Et c'est par ce programme-là que j'ai rencontré énormément de gens, comme par Aïssata Savadimousson, je l'ai rencontré là-bas, Oudika, Cyril aussi, voilà, bref, tous Hmm. les gens, et aussi des gens qui s'occupaient du programme, avec qui j'ai beaucoup matché, tu Hmm. vois. Et bref, la période pilote, elle passe. Et moi, j'avais pour volonté de créer un projet, enfin, c'était une entreprise de développement personnel par le sport. Et en fait, mon concept, c'était, parce que tu sais, quand tu débutes dans l'entrepreneuriat, tu sais pas trop comment pitcher, et tu es un peu dans le culte, enfin à l'époque en tout cas, j'étais un peu dans le culte de l'ubérisation, donc je voulais créer le Ouais. Uber du sport, tu vois, Hmm. un peu concurrent de TrainMe, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore créé, ou c'était les débuts. Et en gros, l'idée, c'était de pouvoir mettre en relation des personnes qui n'étaient pas en capacité, de par du coup leur emploi du temps et leur planning, d'aller à la salle de sport, mais de faire venir le sport chez eux. Tu Hmm. vois, donc moi, vu que j'étais en STAPS, j'avais là les potes qui étaient coach sportifs, qui avaient le BPGEPS et tout. Donc j'avais contacté mes potes, je leur ai expliqué le projet et tout, j'aurais dit ok et Hmm. tout, j'avais fait mon planning, les horaires. Et du coup, je faisais Hmm. des messages, j'appelais les gens pour savoir si ils voulaient tester, tu vois. Ouais. Donc j'ai commencé en mode MVP, ça veut dire au début je faisais séance, mise en relation, je faisais les appels de manière organique, j'envoyais, du coup après Hmm. c'était en mode prix libre, tu Ouais. vois, pour voir un peu le prix psychologique c'était quoi. Donc ils attendaient, une fois qu'ils faisaient la séance, ils me disaient les prix, ils m'envoyaient, moi je renvoyais Hmm. au coach de sport. Bref, j'ai fait ça pendant un petit moment et en fait ça marchait grave bien Ouais. et j'ai pas kiffé. Ouais, j'ai pas kiffé. Genre, il y a un truc, j'arrivais pas à l'expliquer. J'ai pas kiffé. Les gens, ils étaient en mode, ah, mais trop bien, tout ça et tout. Il y a même des gens qui voulaient investir dans le Hmm. truc, des gens qui voulaient s'associer et tout, etc. Et j'ai pas réussi. Hmm. Et je comprenais pas pourquoi, tu vois. Et ça me frustrait de pas comprendre pourquoi, en fait, finalement, Ouais. j'étais pas content, tu vois. Et donc, du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que enfin, j'étais pas aligné. Je sentais. En fait, je suis très intuition. Hmm. Et quand je sens pas les choses, je les fais pas. Tu vois. Donc j'ai Hmm. arrêté. Et je me suis dit, ouais, je vais reprendre plus tard. Et du coup, je vais. Parce que là, justement, c'était bac+3. Et je me suis dit, bah, je vais faire mes études en faisant mes 2 dernières années d'alternance en Mhm. master. Donc je cherche une alternance, je cherche une alternance. Et en fait, je me dis, mais wesh, il y a article 1. Et du coup, quand je vais dans les ateliers, ouais, vous cherchez pas une alternance et tout. Ah non, c'est mort, on fait pas ici, non, non, non. Ah ok. Ouais, tu veux pas Non, c'est mort. Et à chaque atelier que j'allais, je disais, oui, en fait, je voulais te demander, est-ce que tu sais. À chaque fois, on me disait, non, c'est mort. On m'expliquait pas. Ah, plus, il y en a même un qui m'a sorti un document qui m'a fait comprendre que truc, etc. Mais vu que ton gars, c'est un forceur, tu vois, et que ma mère, elle m'a toujours éduqué dans ce truc de, en fait, si tu fais pas de mal à quelqu'un, derrière un non, il y a un oui. Tu vois, Hmm. genre ça, c'est. Peut-être t'as pas eu la bonne personne. Hmm. Parce que des fois, tu parles à des gens qui sont pas en capacité de te dire oui. Parce que c'est pas leur poste. Mais ils vont te dire non. Mais finalement, si tu vas un peu plus haut ou tu vas un truc, tu vas voir que le oui, il Hmm. est plus facile. Ouais. Tu vois. Et d'ailleurs, ça me rappelle l'histoire dont tu me parlais avec, Hmm. avec Coustin. Bref. Et donc, j'ai fait. Et un jour, je cherchais une alternance. Après, je me suis dit, bon, je vais chercher à côté. Un jour, je disais, je crois, on m'avait dit, je crois, il y a au moins, franchement, sans mentir, je pense qu'il y a 20 personnes, ils m'ont dit non. Je suis allé, j'ai regardé dans le truc des candidatures ce qu'ils recherchaient. J'ai vu responsable de programme, entrepreneuriat, nanana, au culot. Je me suis dit, vas-y, candidature spontanée, candidature. Hmm. Tac, nanani, nanana. J'attends un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois. Je n'avais pas de réponse. Je me dis, ah.
c'est cuit, tu vois. Hmm. Et un jour, on m'appelle. Oui, bonjour, cher, ça va? Tu vas bien? Oui. Alors, on a vu ta candidature et tout. Bah, trop bien. En plus, là, on va commencer la promo. Est-ce que ça t'intéresserait déjà avant même qu'on puisse finaliser? Parce que bon, on fera le process et tout. Mais est-ce que ça t'intéresserait de venir animer un atelier, nanana, un truc, etc. Bien sûr, je viens. J'ai jamais animé d'atelier. Je suis allé, tu connais le talent. Je suis venu, j'ai pris des exos que je faisais en sport, nanana, j'ai pris un exo qu'on m'avait fait faire à Yes Weekend, tu vois, de trucs, et tout ça et tout. J'étais en mode, ouais, je suis arrivé. J'arrive, je fais l'atelier, tout, nanana, standing ovation, waouh, ça m'applaudit et tout. C'est saucé, je me dis, waouh, je suis off, tu vois. Et bah, du coup, bah, le fait que j'ai animé cet atelier-là, enfin ce moment-là, bah, du coup, ça a mis en confiance. Et finalement, bah, de fil en aiguille, on s'est battu avec Article 1 pour faire en sorte que ça soit possible. Et c'est comme ça que j'ai été le premier alternant d'histoire d'Article 1. Voilà. Donc, il faut jamais lâcher. Et tu sais, partie de ta sœur en plus. C'est ça que... Ouais, c'est ça le truc. Tu vois, partie de base. À la base des bases, il y avait suspicion. Tu vois. Mais ouais. Et n'oublie pas de me dire pour le timing. T'inquiète, là, je regarde. Je suis en roue libre, moi. Voilà, il nous reste 19 minutes. Ah, Et purée, ça passe trop vite. C'est dingue. Ah, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Tu veux rentrer? Vas-y. On finit sur ça. Bon, l'égalité des chances. Est-ce que finalement, tu penses que c'est possible d'agir en faveur de l'égalité des chances? Dans le sens où, tu vois, ça fait des années, si on prend article 1, moi, je suis rentré article 1, ça fait 10 ans. Et pourtant, on voit que les inégalités, elles augmentent. Donc finalement, est-ce que c'est un combat perdu d'avance? Ou est-ce que selon toi, c'est pas un combat perdu d'avance? Alors, combat perdu d'avance, il est perdu d'avance si on n'y croit plus. Si on n'y croit plus, si on n'œuvre pas pour tendre vers cet idéal. C'est un idéal, par définition, pour moi, on ne l'atteindra jamais. Et en fait, aujourd'hui, bah, à article 1, pour donner la suite, moi, j'ai fait 5 ans. Ouais. Donc, j'ai fait tous les trucs. J'ai été bénévole, j'ai été bénéficiaire, j'ai été stagiaire alternant, j'ai été salarié, j'ai été cadre. Et là, aujourd'hui, je suis à mon compte, mais je suis aussi en relation avec article 1 parce que je trouve que c'est quand même une super école et que, voilà, malgré... des fois, tout ce qu'on peut dire, ou peut-être des alignements même que j'ai pu avoir, ça reste vraiment, je pense, une des associations phares qui œuvrent pour l'égalité des chances. Donc, par rapport à ces valeurs-là, je m'y attache beaucoup. C'est la maison. Et pour moi, cet idéal, il faut le rechercher. Il faut le rechercher. Le vrai problème avec l'égalité des chances aujourd'hui, et qui est un problème en fait sociétal qui rejoint sur plein de choses, malheureusement qu'on n'aura peut-être pas l'espace d'évoquer, et que j'évoque aussi à travers mes ateliers et les temps de rencontres que je fais, c'est que la structure sociale qu'on a construite, par définition, elle est biaisée. Tu vois? Elle est biaisée. Et il y a deux choses qui sont problématique. Une, c'est notre rapport à la performance. Dans la mesure où, ce qui est difficile, c'est qu'on est dans une logique capitaliste. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est les chiffres. Ce qui importe, c'est le résultat. Ce qui importe, c'est quel est, à la fin de la fin, où est-ce que tu es, est-ce que tu as atteint tel objectif, est-ce que tu as ci, est-ce que tu as ça. Et le problème, c'est qu'on se concentre tellement sur ça que finalement, on ne calcule pas le chemin. Alors que le chemin, il est tout aussi important, voire plus important même que le résultat. Et c'est ce qui est difficile aujourd'hui, parce que quand on parle de même égalité des chances ou d'ateliers, des gens bien intentionnés, il y en a des millions. Mais aujourd'hui, même dans l'écosystème de l'économie sociale et solidaire, cette logique capitaliste, elle est venue empiéter. Et ce qui fait que même nos manières d'analyser l'impact, c'est des ateliers qui sont basés sur des chiffres. Tu vois, aujourd'hui, moi, et là je te parle en tant que, je reprends la casquette un peu plus travailleur social,
j'ai fait des ateliers ou des séminaires pour plusieurs organismes ou associations. La finalité, les outils de mesure de la performance de l'atelier, c'est quoi? C'est, par exemple, tu vas faire un atelier CV, c'est combien de personnes sont parties avec un CV? Mais est-ce que le fait de repartir avec un CV, ça développe ta capacité à pouvoir développer ton employabilité, ta capacité à te valoriser, ta capacité à te réapproprier ton histoire, ta capacité à Hmm. organiser une présentation de toi-même qui correspond avec les attentes du recruteur? Hmm. Peut-être pas. Mais ça, c'est des objectifs de moyens, tu vois. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans il faut faire plus. Il faut faire plus d'ateliers, il faut faire plus de trucs ou autres, etc. Et moi, en fait, aujourd'hui, j'essaie de sortir de la culture du plus pour être dans la culture du mieux. Hmm. Parce que rien que verbalement, dans ta phrase, si tu dis, ouais, si tu changes le plus par mieux, en disant, ouais, les jeunes, il faut qu'ils soient plus engagés dans nos ateliers, bah finalement, peut-être que les jeunes, il faut qu'ils soient mieux embarqués. Hmm. Tu vois? Le plus, tu vas chercher le résultat. Et le résultat, c'est une conséquence des Hmm. moyens que tu as mis. Or que le mieux, c'est les moyens que tu as mis en œuvre pour atteindre ces résultats. Hmm. Les résultats, c'est les fruits. Toi, finalement, tu n'as pas la main sur les résultats. Tu n'as Hmm. pas la main sur les résultats parce que les résultats, c'est des conséquences du cheminement. Et en Hmm. fait, le chemin, on ne le prend pas en considération alors que c'est la clé. Tu vois, dans tout le parcours, là, j'aurais pu te réexpliquer plein de Ouais. choses, t'expliquer j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, Hmm. mais tout ce qui se passe dans ce parcours-là, c'est ça. Et aujourd'hui, pourquoi il y a des vagues de burn-out, santé mentale ou autre, etc. Parce qu'on se concentre sur le résultat, on se concentre sur l'apparence, on se concentre sur la surface. Ouais, c'est vrai. Les jeunes, ils sont dans une culture où ils n'arrivent plus à connaître ce qui est à l'intérieur d'eux-mêmes parce qu'ils sont trop préoccupés, excuse-moi, Hmm. à travailler sur ce qu'il y a en surface. Ouais, le paraître avec les réseaux sociaux et tout. Ouais. Exactement, c'est un fléau. Et aujourd'hui, même chez les professionnels, aujourd'hui, c'est un fléau. Parce que même la manière, quand tu commandes des ateliers, la manière dont tu définis les objectifs pédagogiques, tu vois que les gens, les objectifs, ils sont C'est centrés chiant. sur leurs résultats, sur leur KPI qui doit justifier leur financement parce que finalement, ils sont dépendants de financement pour exister. Et en fait, ce business model-là, en fait, il te met dans un truc où il lie les chaînes. Parce que si les personnes qui te financent, elles sont pas bien intentionnées, Mhm. elles sont pas dans une solidarité sincère, elles sont pas dans cette pureté-là, bah finalement, tu seras toujours au service et à leur merci. Parce Hmm. qu'ils ont le moyen, finalement, de pouvoir te faire trahir tes propres valeurs parce que tu dois exister par l'argent. Et c'est pour ça que même nous, avec l'association, avec l'ONG, moi aussi, tu vois, il y a des choses, j'essaie de prouver qu'avec des systèmes solidaires, on peut arriver à diminuer, voire s'affranchir de ce dictat monétaire-là, tu vois. Hmm. Parce que c'est ça. Et l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, tu vois. Quand je suis passé de Tous Entrepreneurs, c'était très business, business, business. Et en fait, ce que j'aimais avec Tous Entrepreneurs, c'est qu'on travaillait aussi sur le porteur de projet, tu vois. Toutes les soft skills ou autres, ce qu'on travaillait beaucoup en leur faisant comprendre que ce qui était important, c'est aussi pourquoi tu fais les choses. Et après, cette logique entrepreneuriale, c'est aussi comment tu la mobilises dans la création de projets impact Hmm. social qu'on a pu voir avec le programme Ouais, Maison. je m'en rappelle, Tu ouais. Le vois, canevas, ça, comment là. fédérer le Hmm. groupe, comment truc, tout ça. Et là, aujourd'hui, même dans la quête individuelle, cette logique entrepreneuriale, dans une vision très schumpeterienne, Hmm. prendre des risques pour saisir les opportunités et créer l'innovation, bah finalement, dans ta vie, c'est ça. Parce que des périodes de vulnérabilité, que tu sois riche, pauvre, Hmm. blanc, noir ou autre, etc., tu vas en vivre. Hmm, hmm, hmm. Et quand tu vas en vivre, comment tu vas pouvoir te connecter à ce qui est à l'intérieur de toi, comprendre les règles du jeu pour Ouais. pouvoir construire un cheminement qui va te permettre d'aller au-delà des épreuves que tu vis Hmm. pour créer un changement. Tu vois? C'est surtout ça. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aujourd'hui dans tout ce qui est de l'ordre des discriminations. En fait, ce qui est dur, c'est qu'il y a des idéologies sur lesquelles les sociétés occidentales ont été construites. Tu vois, aujourd'hui, il y a eu 400 ans d'esclavage ou autre, etc. Il y a des structures sociales où c'était légal dans ce pays à un moment donné d'avoir un esclave, un noir ou autre, etc. C'était dans les lois, tu vois. Et il y a des discours à l'Assemblée nationale. Tout ça, c'est des trucs historiques Hmm. qu'on peut retrouver. Même les sociologues, même les études, même dans les sciences, ces idéologies-là, en fait, qu'elles soient racistes, sexistes ou autres, etc., elles ont construit la société.
Donc, l'héritage qu'on a, il est imbibé de ça. Tu vois? Et ce qui est difficile aujourd'hui face aux dynamiques des discriminations, on part du principe que la majorité des discriminations, elles sont volontaires ou elles sont mal intentionnées. Mm. Or que, ce qui est dur, c'est que l'idéologie structurelle, Mm. même si elle part d'une bonne intention, si l'environnement dans lequel tu vas traiter cette intention-là, elle est rythmée par cette idéologie-là, tu vas finir par faire des actions qui sont discriminantes sans t'en rendre compte. Le racisme, le sexisme ou autre, etc. Pourquoi? Parce que la société, elle te laisse des billets. Elle c'est transforme ta façon de voir le monde. Tu vois, tu vas rouler, tu vas voir, tout le monde fait des dingueries, mais le jour où la femme elle fait un truc au volant, ah, vas-y, les femmes, elles savent pas conduire, tu vois. Ou oui, les trucs, ah, les Renois, ils sont tout le temps en retard. Parce qu'en fait, l'idéologie de base, c'est ça. Ah, c'est clair. C'est qu'il y a une hiérarchie. Le racisme, c'est pas j'aime pas les noirs, j'aime pas les blancs. Ça, c'est pas ça. Il faut apprendre à définir les mots. Le racisme, c'est une idéologie qui part du principe qu'il y a une hiérarchie entre les races, qu'il y a des vies qui valent mieux que d'autres. Tu vois? Et aujourd'hui, dans cette société, quand tu vois qu'un policier, il tue un jeune et il devient millionnaire, je pense qu'il faut se poser des questions. Tu vois? Et peut-être que on peut dire tout ce qu'on veut. Oui, nanana, il n'était pas méchant. C'est pas ça le sujet. Là, on est en train de se battre sur un sujet qui n'est même pas le sujet. Que ça soit bien intentionné ou mal intentionné ou tout ce que tu veux, ça ne doit pas avoir lieu. Et ça a lieu parce qu'on part d'une idéologie où finalement, bah, ces petits jeunes, là, ils l'ont bien cherché. Non, c'est clair. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, je suis d'accord. Donc, l'égalité des chances, pour conclure, c'est quelque chose auquel il faut atteindre, mais en fait, l'égalité des chances, c'est une conséquence, c'est une finalité, et les choses sur lesquelles on doit travailler, c'est créer des sociétés plus inclusives, des sociétés où on apprend à se respecter mutuellement en tant qu'être humain, et qui puissent vraiment être incarnées ou fonctionner dans ça. Après, moi, tu vois, me concernant, tu sais que j'y crois plus à l'égalité des chances. Ah ouais? Non, mais en fait. Je suis passé par cette phase, t'inquiète. Non, mais c'est plus dans le sens où. En fait, j'ai plus l'impression que c'est un mode survie. Je sais pas comment dire. Ça veut dire, au début, tu te disais, ouais, il y aura un monde où peu importe d'où tu viens, tu pourras réussir autant que les autres. Mais plus je vois le contexte, là, tu parles beaucoup de structure. Plus tu vois la structure de la société française, plus tu te dis, mais en fait, là, c'est de pire en pire. Parce que là, tu vois, je regardais avant de venir qui allait gagner les élections. Il y avait 6 scénarios possibles. Dans tous les scénarios, Bardella, il gagne. Et je crois le moins pire, même si c'est pas français, c'était avec Retailleau et Bardella. Non, et quand tu vois. En fait, si la structure, celui qui dit que la structure, comme tu disais, il a ces stéréotypes-là en tête, et lui-même, il est bénéficiaire des inégalités, comment il va agir contre ses intérêts et contre ses croyances, tu vois? Et c'est à partir de là que je me dis, c'est impossible tant que les gens qui dirigent et construisent la structure, eux-mêmes sont bénéficiaires des inégalités et ont ces croyances-là, tu vois. Et c'est vrai que je suis plus en mode, en fait, peut-être pas égalité des chances, mais comment on peut créer des contre-pouvoirs et des kits de survie. Parce que, tu vois, même quand j'étais à l'ENS, des fois, les gens, comme tu dis, ils sont bien intentionnés, tu vois. Mais comme tu disais, ils n'ont pas connu nos réalités. Donc, ils ne peuvent pas se mettre à notre place. Ils vont se dire, non, mais en fait, les enfants, ils se couchent trop tard. Les enfants, ils n'ont pas assez de livres chez eux. Ou tu vois, plein de stéréotypes ce qu'ils vont avoir sur les gens. Et du coup, ils vont prendre les mauvaises décisions politiques. Parce que c'est eux qu'on va mettre à la tête de l'État. Et ils vont se dire, comme j'ai un bac plus 5 à Harvard, je connais la vie, tu vois. Et c'est pour ça que j'y crois plus trop. Parce que je trouve, ouais, les tendances, la conjoncture et la structure, ça va pas. Ça veut dire les deux. C'est tendu. Et surtout aussi que je remarque que beaucoup de gens qui, entre guillemets, ont réussi à s'en sortir, ils ont oublié d'où ils venaient, genre. Et même des fois, ils vont venir valider la théorie de la méritocratie en disant, vous avez vu, le gars, il vient de Créteil, il a réussi, il a fait telle grande école. Donc ça montre qu'en fait, c'est de votre faute si vous ne réussissez pas. C'est l'école de la République, c'est gratuit, tu connais le discours, il y a des bourses et tout. Et je trouve que là, moi, en tout cas, je vois pas de progression. En fait, je vois de la progression à l'échelle des individus, mais à l'échelle de la société, tu vois que c'est de pire en pire. Genre, je
crois maintenant, attends, c'est 10 ans d'espérance de vie différente entre les plus riches et les plus pauvres de France. C'est 10 ou 15 ans de différence d'espérance de vie. Maintenant, il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté. Tu dis, mais Ouais. c'est chaud, hein? C'est chaud et ouais, enfin, j'y suis passé en tout cas par cette phase-là. Ouais. Et après, c'est là où moi, en tout cas, Hmm. tout le principe de la foi et de la spiritualité, il m'aide Ouais. au quotidien. Parce que la foi, comme je disais, c'est partir enfin, une des propriétés de la foi, c'est aussi ce qui te fait croire, ou c'est même la croyance Ouais, en c'est ça. des choses que tu ne vois Tu ne pas. vois pas. Ouais. Tu vois? Et en fait, il y a des moments où cette foi-là, à un moment donné, rester positif pour avoir l'énergie de pouvoir Continue, faire ouais. les efforts Ouais. et maximiser les chances, c'est important parce qu'en fait, quand tu crois Hmm. plus en ta capacité d'agir, tu te mobilises plus. Hmm. Tu vois? Et d'ailleurs, et je te partagerai justement pas mal de choses. Je sais pas si tu as étudié les œuvres de Yann Le Bosset sur, franchement, hyper intéressant sur le développement du pouvoir d'agir Hmm. des personnes et des collectivités. Et Ouais. justement, il te parle dans cette logique enfin, tout ce que tu es en train de dire, tu vois, Hmm. que par définition, dans l'instance de prendre, quand on prend les décisions, il n'y a pas de décision qui doit être prise sans mettre les premiers concernés Ouais. dans le circuit ou Hmm. etc. Tu vois. Et en fait, ça fait sens. C'est simplement humain. Hmm. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui, on se dit, bon, on va faire un projet sur le congé menstruel. Et Hmm. toi et moi, on se Hmm. regarde aujourd'hui, on construit le projet, il y a que nous deux. Ouais. C'est Il y a un voué à problème. l'échec. C'est clair. Parce que tu n'as jamais eu tes menstrues, je les ai Ouais. jamais eu. Tu vois ce que je Hmm. veux dire? Et en fait, il y a des choses où rien ne vaut l'expérience. Il y a des choses où Hmm. tu peux pas les expliquer. Et réciter, c'est pas pareil qu'incarner. Tu vois? Hmm. Quand il y a une expérience qui t'a traversé, c'est pas pareil que quand il y a une pensée qui t'a traversé. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il faut intégrer les principaux concernés dans les instances de décision, dans tout ce qu'on fait. Parce que sinon, tu vas créer des structures et la finalité, ça va être quoi? Ouais, mais les gens, ils ont pas envie. Mais ils ont pas envie parce que ce que vous faites, c'est pour vous, c'est pas pour eux. Tu vois? Hmm. Et c'est ça aussi la réalité. Ça veut dire aujourd'hui, on te parle de l'engagement des jeunes, même dans le monde professionnel. La Gen Z, nanani, nanana. Mais en fait, le modèle de l'entreprise aujourd'hui, il est basé sur, en tout cas, dans l'essence, il est basé sur une époque qui est révolue, qui tend à être révolue. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une autre ère. Et cette autre ère-là, si on ne la questionne pas, qu'on n'en comprend pas les facteurs clés de succès et qu'on n'essaie pas de les appliquer d'une manière saine, Hmm. en incluant justement cette Gen Z ou ces gens finalement à qui on leur pose jamais la question. Parce que tu vois, tout ce qu'on dit sur oui, racisme, autre, etc., mais l'agisme aussi, c'est quelque chose. Dans les ateliers là, que je fais, des fois, les jeunes, ils te partagent des choses par rapport. Faut pas s'étonner qu'ils ont peur. Faut pas s'étonner qu'ils aient pas envie. Que même si dans le fond, la volonté, elle est là, derrière, il y a des trucs qui gênent. Il y a des trucs qui gênent parce que finalement, par politesse, on va rien te dire, ou parce que tu as le pouvoir, ou parce que tu as la bourse qui va me permettre de survivre. Hmm. Mais ce que tu fais, j'aime pas. Ça me parle pas, moi, mes valeurs, ce qui est important pour moi, c'est hors sujet. Et en fait, c'est ça. Ça veut dire, des fois, on se met dans des situations où pardonne-moi du terme, mais c'est de la masturbation intellectuelle. C'est de la masturbation sociale. On fait des choses pour nous, on se fait kiffer. Mais tu fais là, tu le fais pour le mettre au service des populations ou tu le fais pour le mettre au service de toi? C'est quoi la volonté derrière? C'est quoi l'intention? Tu vois? C'est pour dire j'ai fait. Hein? Des fois, c'est juste pour dire on a fait, ça va Mais marcher. c'est pour dire on a fait, tu vois. Et ce qui est dur, et tu vois, moi, l'histoire qui résume un peu tout ça, peut-être pour conclure, l'histoire qui résume, que je raconte souvent et qui est hyper parlante, en fait, et Simon Sinek, il l'a dit avec des mots de Start with Why, tu vois. Moi, j'ai été éduqué avec cette même pensée-là, mais les mots, c'est innama al-mal bil niyat, tu vois. Les actes ne valent que par leurs intentions. Imagine, Pierre, je te donne un verre d'eau. Je viens, je vois ce verre d'eau, je dis, ah, Pierre, il a soif. Pierre, c'est bon gars, faut que je le désaltère. Comme ça, au moins, pendant les 2 heures, on va parler, il sera traîne, il sera cool. Je t'ai dit, Pierre, tiens de l'eau. Tu vois, c'est cool. La même action. Imagine, t'as soif. Je viens, je me dis, j'ai un verre d'eau. Hein. Je me dis, waouh, on est filmé.
Là, il y a je sais pas combien de milliers de personnes peut-être qui vont voir que Pierre, il a soif. Moi, j'étais là, j'avais un verre d'eau et il a pas vu. Donc, si je fais ça, les gens ils vont me dire, cher, il est bizarre. T'as vu, pour mon côté, un peu, au cas où on ne sait pas les opportunités que je vais avoir, attends, je donne le verre d'eau à Pierre. J'ai fait la même action. Maintenant, imagine, troisième cas, je prends cette même action, Pierre, il a soif, et je me dis, Pierre, en vrai, il me saoule, je l'aime pas. Attends, je lui donne de l'eau, Inch'Allah, il s'étouffe avec. Mais, Non, ouais, mais tu vois, ouais, j'ai dans les capté. 3 actions, je t'ai donné de l'eau. Mais il n'y a pas les mêmes intentions. Mais il n'y a pas les mêmes intentions. Et le problème, c'est que l'intention et tout l'aspect visuel, il a un pouvoir tellement puissant de communication dans le non-verbal, parce que 93% de la communication, elle est non-verbale, tu vois. 7%, c'est les mots, le reste, c'est le non-verbal. Que dans le non-verbal, tu vas le ressentir. Si je te donne de l'eau parce que t'es mon gars, je t'aime. Si je te donne de l'eau parce que, vas-y, t'as vu, faut que je reste charisme, tu connais. Et si je te donne de l'eau et qu'au fond, je t'aime pas, tu vas le ressentir dans ton cœur. C'est vrai, ouais. Et le problème, quand on crée les projets, c'est la même chose. Il y a des gens, ils vont être dans des projets de ci, de ça, mais c'est pour revaloriser eux-mêmes leur culture employeur, pour se dire, en fait, c'est quelqu'un de bien, il est engagé. C'est comme des fois, tu vas en école de commerce, ouais, s'investir dans les associations, oui, ça valorise. C'est pas totalement mauvais. Mais il y a des niveaux de... En fait, il y a des intentions nobles et il y a des mauvaises intentions. Et entre les deux, il y a une zone de flou qui, quand elle n'est pas maîtrisée, elle fait plus de mal que de bien. Tu vois? Parce que des fois, il y a des jeunes, ils viennent, ils ont envie, ils espèrent, tu vois? Moi, là, il y a une fois, je suis allé à un atelier CV, j'ai ramené mon CV, mais j'avais mis toute ma foi dans ce rendez-vous. C'était un Meet My Mentor, un vieil atelier, tu vois. Mais pendant 2 jours, je stressais, je suis allé, j'ai refait mon CV, je me dis, ouais, on va me donner des conseils de ouf, ça va m'aider à avancer. Et j'arrive devant la personne, bienveillante et tout, oui, nanani, je monte le CV, tac et tout. Et la seule partie sur laquelle, je crois, on a fait 40 minutes, c'est qu'à un moment, j'ai écrit lecture et écriture. Parce que j'écris un peu des poésies et tout, etc. Elle me dit, waouh, c'est trop bien et tout, lecture. Non, mais tu lis, genre, tu vois, elle me questionne. Je me dis, bah, bien sûr, enfin, je lis. Ça veut dire quoi? Ouais, je lis, mais c'est trop bien, mais ça, tu devrais le mettre plus en avant. Moi, je l'aurais même mis dans un truc, expérience, nanana. Et pendant 45 minutes. Et à un moment, elle me dit, bon, parce que, voilà, enfin, je vais te le dire honnêtement, quand on voit ta tête, on dit, ce gars-là, il lit pas, quoi, tu vois. Et donc, du coup, il faudrait valoriser, tu vois. Et en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai ressenti un truc. Encore une fois, je n'avais pas la grille de lecture, tu vois. Et il m'a fallu, je crois, peut-être 5 ans pour finalement digérer cette info et comprendre que, bah, en fait, ce qui me perturbait, c'est qu'il y avait de la bienveillance. Elle n'était pas méchante. Mais les billets qu'elle avait, qui sont drivés par cette idéologie, qui partent du principe que pour elle, un noir qui lit, c'est exceptionnel, bah, ça fait du mal. Ouais, c'est clair. Parce que derrière moi, les vrais conseils que j'attendais pour pouvoir travailler mon CV, je m'en sors quoi? À la fin, je sors du truc, je me dis, il faut que je devienne Victor Hugo. T'as vu? Je me dis, il faut que j'écrive un livre. Non, mais c'est pendant 40 minutes, tu me dis pas. Moi, je me dis, mais en fait, je fais fausse route. Moi, je suis là, nanana, atelier. Mais attends, il faut que je devienne écrivain. Mais parce que ça part d'un billet qui n'est pas maîtrisé. Donc, en fait, l'éducation, c'est la clé. Et l'éducation, c'est à tous les âges. Et en fait, aujourd'hui, moi, je fais des ateliers avec des très jeunes et je fais des ateliers avec des adultes, avec des professionnels de l'accompagnement. Je vais un peu partout dans la France pour faire ça. Et en fait, les constats, en fait, sont les mêmes. C'est que des fois, et surtout dans notre société, on est dans une ère où, en fait, c'est facile de conceptualiser. Et on conceptualise des choses sans en comprendre le sens profond. Et ce qui fait que, vu qu'on ne comprend pas le sens profond, ça nous met en difficulté. Ça nous met en difficulté parce que aujourd'hui, tu prends, par exemple, exercices que tu fais dans tous les ateliers. Oui, de quoi vous avez besoin pour vous sentir bien? Tu crées le cadre de confort. Ouais, bienveillance. Ok, ça veut dire quoi, bienveillance? Sur 12 personnes, les 12 personnes, il n'y en a aucune qui a la même définition. Tu vois? Donc, si tu ne crées pas une expérience commune, une définition commune pour se mettre d'accord de, OK, la bienveillance, ça veut dire ça, et pendant le temps qu'on va être ensemble, elle va s'appliquer comme ça, comme ça, comme ça, en fait, tu crées des difficultés. Et tu te rends compte que quand tu crées ce cadre-là où il y a des références communes, quand les gens ils sont bien intentionnés, il y a de l'harmonie et de la paix qui règnent. Tu vois? Et ce problème, ce cadre-là, socialement parlant, on ne l'a pas.
On l'a pas, la lecture, elle n'est pas là parce que tu vas dire si, on va dire ça c'est raciste, ça c'est antisémite, ça c'est sexiste, ça c'est coloriste, ça c'est truc. On a défini tellement de choses sans en comprendre le sens profond qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose sur la table. Il faut qu'on se pose, nous tous, on reprend les bases et on redéfinit les mots ensemble parce que toi tu vas dire ça, l'autre il va dire ça et en fait finalement, le débat il existe parce que vous partez même pas de la même base. Tu vois? Donc, tout ce côté égalité des chances ou autre, etc., en résumé, la culture du capitalisme, tu vois. En vrai, je sais même plus ce que j'ai dit. Je sais même plus ce que j'ai dit. De toute façon, là, ouais. Là, il nous reste 10 secondes. Waouh. Du coup, bah, déjà, merci pour ces deux parties. Mais peut-être quel message tu donnerais en 10 secondes au Cher qui avait 14 ans? Au Cher qui avait 14 ans, frérot, t'es archi bon au foot. Écoute pas les gens. Non, non, mais bah, en fait, continue d'être toi-même. Explore le monde pour apprendre à mieux te connaître. Et reste toujours fidèle à toi-même. C'est fort, c'est fort. Ah, sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Me parle pas d'âge. Je suis triste. Ah, je suis mort.